Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode autour de la thématique de l'adoption avec Anne-Cat. Comment tu vas Anne-Cat ? Ça va très bien et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi surtout d'être venue à cette invitation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par une première question. Est-ce que tu peux te présenter à notre public ? Ok, moi je m'appelle Anne-Cat, j'ai été adoptée au Sri Lanka en 1987 et je suis activiste de l'antiracisme politique. On va aborder du coup la thématique de l'adoption avec une première question, donc on va un peu retourner aux sources. Et je voulais savoir quand et comment tu as été adoptée. Ok. En fait, j'ai été, comme je l'expliquais un tout petit peu en amont, j'ai été adoptée en 1987 au Sri Lanka, dans des conditions qui sont un peu compliquées puisqu'on est en train de voir actuellement qu'il y a eu des trafics en fait dans les adoptions au Sri Lanka. Donc on va dire que j'ai été adoptée dans un contexte très colonial lié à l'adoption. Alors on est dans un contexte de guerre, donc je voulais avoir un peu plus d'explications sur comment est-ce que tu as été adoptée. Est-ce que tu as des bribes de souvenirs ? Est-ce qu'on a pu te raconter comment est-ce que tu as été adoptée ? Non, en fait j'ai découvert ça en grandissant. C'est-à-dire que moi j'ai quelques clés sur ce qui s'est passé au tout début. J'étais vraiment un enfant qui était tout petit. Je dois avoir quelques jours quand j'étais adoptée et je suis arrivée en France quand j'avais quelques mois. Et en grandissant, en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses qui s'étaient passées dans le pays. J'ai commencé à comprendre le contexte géopolitique. Et en fait, très rapidement, on commençait à arriver des choses qui étaient louches, en fait, par rapport à tout ce qui s'était passé par rapport à l'adoption. Et ces dernières années, en fait, il y a un scandale sur le Sri Lanka, en fait, à cause des traites humaines qui ont été montées au Sri Lanka. Donc le contexte de mon adoption, ça tourne un petit peu au niveau de ça, de beaucoup de flou, beaucoup de choses qui n'ont pas été légales, beaucoup de mensonges et beaucoup de violence. On parle donc de traite humaine. Est-ce que tu peux nous expliciter ce terme ? De traite humaine ? Ouais. Okay. Pour les personnes justement qui ne connaissent pas vraiment... Alors je vais faire quand même la distinction avec la traite esclavagiste, parce que la traite esclavagiste c'est quelque chose qui a été spécifiquement appliqué aux personnes africaines. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le Sri Lanka ? C'est qu'en fait, dans beaucoup de cas, nos mères ne nous ont pas abandonnés. Okay. Donc on a été des enfants volés. Et en fait, on est rentré dans une sorte d'énorme trafic où on payait des enfants, on produisait spécifiquement des enfants pour les demandes occidentales en enfants. Et le Sri Lanka s'est retrouvé avec des granges de bébés. Donc on produisait expressément des enfants à vendre pour remplir le désir blanc en maternité en fait. Donc c'est un contexte assez spécial et qui peut être difficile pour une personne qui a vécu dedans, justement. Et je voulais savoir par quelle difficulté t'es passée en sachant justement que tu viens de ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont s'intercroiser parce qu'il y a le fait que moi j'ai grandi dans une famille qui est quand même très raciste. Des gens qui n'étaient pas préparés à avoir des enfants en fait racisés chez eux. Donc en fait je me suis confrontée à deux problèmes, c'est-à-dire qui j'étais, mon problème de savoir mon identité, puisqu'on vendait un peu l'image aux familles blanches qu'on pouvait blanchir les enfants et ça n'allait rien produire en eux. Mais pour beaucoup de personnes adoptées, la question de l'identité est quand même un point central. Et ma famille était très raciste. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent imaginer, mais si des personnes blanches vont adopter dans le sud, comment est-ce qu'ils pourraient adopter des enfants racisés et être racistes avec eux ? Mais le problème c'est qu'une grande majorité des parents sont racistes. Ça a pu venir directement depuis ma famille. Ou de la famille proche ou des amis, mais il y a eu énormément de racisme. Et donc le racisme et le fait d'être un peu avec une identité cassée, entre guillemets, ça a été très compliqué. Et la violence intrafamiliale que j'ai vécue aussi à côté de ça, quoi. Est-ce que tu aurais des exemples un peu pour illustrer ta pensée ? Par exemple, le typique dîner de famille où il y a mon oncle à la table qui parle des bougnoules. Donc généralement, moi en fait, ce qui se passait, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup de représentation sud-asiatique. Donc, dans cette époque-là de ma vie, avant 18 ans, je m'identifiais beaucoup aux personnes noires et aux personnes arabes. Quand j'entendais quelqu'un de ma famille qui disait « c'est ça le bougnoul », je le prenais en fait pour moi, directement. Et après, j'avais ma grand-mère qui m'appelait la petite gitane quand j'avais 4-5 ans. Moi, je ne voyais pas le problème avec ça, parce que je ne voyais pas le problème que c'était des gitans. Sauf qu'en grandissant, j'ai compris à quoi elle m'assimilait quand elle me disait la petite gitane. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça, et des choses qui ont pu être beaucoup plus violentes. Mais là, c'est des petits exemples pour donner un peu une idée des choses qui pouvaient se passer. Et c'est continuel, c'est-à-dire que si c'est épisodique,
Émotionnellement, ça peut être encore géré, mais c'était 24 heures sur 24 comme ça. Ouais. Donc c'était beaucoup de violence. Ça a un peu commencé par là aussi, la violence intrafamiliale. Oui, c'est en relation, quoi. Tu m'as parlé de tes difficultés donc, liées un peu à ton enfance, donc avec la famille, racisme et les violences intrafamiliales. Mais toi, au plus profond de toi, tu as vécu tes propres difficultés, donc par rapport à ton identité, par rapport à tes émotions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah, je pense que quand j'étais enfant, j'avais envie de savoir ce que c'était être du Sri Lanka, j'avais envie de savoir ce que c'était être une personne sud-asiatique, mais j'avais personne comme référent. Donc du coup j'avais l'impression et on dit beaucoup ça des adoptés, on dit qu'on a des histoires à trous en fait. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir une histoire à trous, donc c'était hyper compliqué, j'avais personne comme référent. Avant mes 18 ans, même s'il y avait des personnes racisées dans mon entourage, c'était quand même une grande majorité de personnes blanches. Donc c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans une sorte de limbo, en fait, un petit peu perdu un peu dans mon identité en fait complètement, et ne pas pouvoir poser toutes les questions, peut-être mes questions existentielles, qui pour une personne qui aura grandi dans la communauté sud-asiatique, la personne ne va même pas se poser cette question-là, mais pour moi les petits détails vont être importants, parce que tous les petits détails vont finalement m'ont aidé à reconstruire mon identité aujourd'hui. Mais je pense que la question identitaire, c'était pour moi, en tout cas, dans mon cas, ça a été un gros bloc à gérer, quoi. Okay. Parce que je voulais savoir qui j'étais. Et par rapport à tes émotions, comment t'as géré ça? Je pense que j'ai pas très bien géré. Je pense après c'est l'enfance. L'enfance, c'est compliqué. Dans un contexte familial comme ça, c'est compliqué. Et je pense qu'à partir d'un moment donné, le fait de vivre autant de violence et de pas savoir en fait comment l'exprimer, de n'avoir personne avec qui pouvoir partager, je suis rentrée dans un comportement très autodestructif contre moi-même. J'ai commencé à faire tout et n'importe quoi, sortir très tard, boire beaucoup, prendre de la drogue et me mettre en danger en fait. Littéralement me mettre en danger, puisque comme je n'arrivais plus à expulser la violence que j'étais en train de recevoir, finalement je l'ai retournée contre moi-même à un moment donné. Et quand est-ce qu'elle s'est arrêtée, cette autodestruction? Je pense qu'on a toujours, c'est un peu comme un petit diable qui reste sur l'épaule, le cas de l'autodestruction, mais on va dire que déjà quand j'ai commencé à sortir de ma famille, quand j'avais 18-19 ans, la distanciation avec eux, ça a beaucoup aidé. Et petit à petit, j'ai rencontré de plus en plus de personnes racisées, et je pense que eux ont commencé à être mes référents. J'ai commencé à pouvoir exprimer ce que je disais, on a commencé à valider ce que je pensais, et il y a une sorte de transmission aussi qui s'est installée avec ces personnes-là, et donc j'ai arrêté avec ce besoin de me détruire, puisque cette fois j'avais une porte de sortie entre guillemets. Alors je vais poser une petite question, un peu trigger warning, mais je pense que c'est une question qu'on a dû aussi te poser. Est-ce que tu as voulu rencontrer tes parents biologiques? Ok. On va dire que quand j'étais enfant, j'ai eu une grande obsession en fait pour ma mère. J'avais vraiment une obsession pour ma mère biologique. Je pense que c'est aussi une question de savoir à qui on ressemble en fait dans la vie. Et je savais pas à qui je ressemblais. Donc j'étais vraiment, j'étais obsessionnée par ma mère. Je relisais mon dossier d'adoption pour savoir son histoire. Je voulais savoir tous les détails d'elle et je pense qu'avec le temps, ça s'est un peu estompé parce que je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de la retrouver depuis mon enfance, depuis mon idée d'enfant ou d'adolescente. Et bref, il y avait eu aussi un épisode, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais il y avait eu un épisode qui avait été compliqué avec un ami à moi qui avait essayé de retrouver sa mère au Sri Lanka. Je sais que ça m'avait choquée en fait à ce moment-là. Et du coup, j'avais laissé un petit peu cette partie de côté. Et maintenant, en fait, je suis dans un truc où j'ai grandi d'une façon différente par rapport à tout ce qui s'était passé dans ma famille. Et j'ai une nouvelle famille, et c'est ma famille choisie en fait, qui vont jouer différents rôles par rapport à moi, qui peuvent être mon père, ma mère, mes frangins, mes frangines, petits, grands. Et donc en fait finalement, c'est cette sorte de vide en fait, que je ressentais de ne pas savoir sur ma mère. Ces personnes-là qui sont devenues ma famille petit à petit ont fini par remplir en fait, ce besoin que j'avais absolument de savoir qui était ma mère. Et oui, je dis beaucoup souvent que toutes les femmes sud-asiatiques de mon entourage sont un peu les yeux de ma mère. Cette représentation que je cherchais de ma propre image, je le retrouve un petit peu dans chaque visage des femmes sud-asiatiques qui sont dans mon entourage. Donc maintenant, c'est plus une question aussi centrale que ce que c'était dans mon enfance, quand j'avais zéro référent. Et je sais pas, la prochaine fois que je retournerai au Sri Lanka, si ça se présente, si je sens que je suis prête et que ça se présente, pourquoi pas le faire? Mais si ça se présente pas, ça va pas changer ma life non plus, quoi. Ok, donc
tu t'es vraiment détachée de cette idée-là de chercher un peu la base de ton adoption, la source même de ton adoption? Bah, on va dire que peut-être que j'ai repensé l'idée de la famille aussi à un moment donné. Et j'ai cassé un petit peu avec la barrière biologisante de la maternité. Et... C'est un effort à faire, ça. Ouais. Ça a été long ou... Oui, bah, c'est encore en route. C'est 35 ans. Il faut avoir de l'endurance là. C'est ça, oui, c'est 36 ans de ma vie. Ouais, 36 ans de ma vie. Quand tu t'es présentée, tu nous as fait comprendre que tu as été adoptée du Sri Lanka. Et je pense aussi que tu as aussi cherché à connaître, à apprendre un peu plus sur ta culture sud-asiatique. Donc ma question est comment est-ce que tu t'es éduquée par rapport à cette autre culture? Ben, on va dire que j'ai peut-être une chance dans la vie, c'est que je suis très curieuse. Très curieuse. Ouais. Donc, basiquement, il y a eu un apprentissage qui est seul, par exemple, où je vais me poser énormément de questions sur toutes les cultures sud-asiatiques. Et j'ai des questions, des fois, qui sont très précises sur certaines choses, où il faut vraiment chercher. Donc, je pense que ça m'a aidé beaucoup dans mon éducation, en tout cas personnelle, toute seule. Parce que quand tu cherches... je sais pas, une réponse sur un élément culturel, ça va vraiment t'amener dans énormément de choses pour arriver jusqu'à la compréhension. Et ensuite, je pense que maintenant, j'ai énormément de personnes sud-asiatiques dans mon entourage qui me jouent en fait ce truc de transmission culturelle. C'est-à-dire que ces personnes me donnent énormément d'ailes et en fait, elles me refont en quelque sorte la transmission culturelle que j'ai pas pu avoir quand j'étais petite. Donc ça se base en fait sur... le fait que moi je m'éduque par moi-même, j'avance par moi-même, je m'éduque par moi-même. Quand j'ai des questions, même des questions existentielles, je vais me référer à certaines personnes de mon entourage qui aussi vont être dans un comportement où elles vont m'accompagner. Et c'est grâce à ça. C'est un peu le mélange de tout, c'est-à-dire de ma curiosité personnelle, de moi aussi être dans une forme d'apprentissage et d'être avec beaucoup de personnes sud-asiatiques qui m'accompagnent en fait dans tout ce processus finalement. Comment est-ce que tu as découvert la culture sud-asiatique? Quel a été le premier objet, je sais pas, le premier film qui t'a fait découvrir la culture sud-asiatique? Je pense que c'est hyper stéréotypé, c'est le thé, je pense. Parce que c'était un truc très... Tout le monde disait le thé du Sri Lanka, Ceylon tea, tu vois, enfin tout le truc. Et je pense que ça a dû commencer, quand j'étais vraiment petite, ça a dû commencer par là. Et en fait, je pense que j'exotisais des... C'est pas genre c'est arrivé quand j'avais 15-16 ans. C'était vraiment déjà depuis toute petite, c'était présent. C'est juste qu'en fait, ce qui m'arrivait depuis la France, c'était que des idées exotisées de ce que peut être réellement le Sri Lanka ou l'Inde, en tout cas, ou les mondes sud-asiatiques. Donc moi, je me raccrochais un petit peu à ces éléments-là, mais en fait, c'était des éléments qui étaient complètement déformés et qui étaient même vus des fois d'une façon raciste, puisque c'était transmis par une certaine blanchité jusqu'au moi. Mais on va dire que ça a toujours été plus ou moins présent. Et que j'ai la chance en fait en tout cas pour ma situation d'adoption, en fait moi j'adore les personnes racisées depuis que je suis toute petite. J'ai jamais voulu être une personne blanche et j'ai un amour profond pour les personnes sud-asiatiques. Donc du coup depuis toute petite, j'ai pas eu de rejet par rapport à mon identité, donc ça n'a fait qu'avancer petit à petit. Et je pense que ce pouvoir d'aimer autant les miens a fait qu'en fait au début c'est passé par de l'exotisme parce que j'avais pas d'autres référents, mais petit à petit ça a évolué vers quelque chose d'autre. Ok. Du coup, t'as toujours eu un pied dans la culture sud-asiatique? Un petit peu, oui. Mais... Disons que je connaissais pas la vraie culture sud-asiatique quand j'étais petite, mais je me sentais hyper sud-asiatique, moi-même. Donc en fait, de pouvoir me sentir sud-asiatique, de ne pas avoir peur des gens de ma communauté, comme ça peut arriver avec des personnes adoptées, moi ça m'a vraiment facilité le voyage en fait. C'est fou ça parce que, ok, t'as été adoptée du Sri Lanka par des personnes blanches, donc normalement, en général, ce qui se passe, bon bien sûr je suis pas une experte du sujet, mais en discutant avec des personnes adoptées, elles auront plus tendance à essayer de s'identifier à leurs parents adoptifs en premier abord. Et après, la recherche culturelle se fait. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est que en fait, tu t'es directement dit ouais, moi je suis sud-asiatique et on ne pose pas d'autres questions. C'est genre, mais c'est fou quand même d'avoir fait cette identification aussi rapide. Et je pense que ça a aussi aidé ta quête identitaire finalement. Mais je pense que aussi peut-être le fait d'avoir grandi dans une famille tellement raciste. En fait,
Après, il y a d'autres personnes qui ont grandi dans des contextes similaires aux miens. Je veux pas dire Agathe a vécu plus de racisme, enfin je suis pas dans ce truc-là. Mais en fait, comme j'avais une famille qui était très raciste en soi, je pense que du coup ça faisait que je revendiquais encore plus mon identité. C'est-à-dire que en face du racisme, en fait, je redescendais pas, c'est-à-dire que je remontais à chaque fois plus, et ça me rendait de plus en plus fière en mode non, je vais pas baisser la tête quoi. Je suis ça, peu importe ce que vous me dites, mais je vais continuer à être ça. Et je pense que c'est l'opposition en fait de ma famille raciste qui a fait que justement que j'avais cette identité forte en fait. Là, du coup, ça t'a aidé pour après, notamment dans ta quête identitaire, même dans ton activisme, dont on va parler un peu plus après. En parlant de culture asiatique, on va penser du coup au Sri Lanka et notamment au fait de retrouver ses racines. Dans ce contexte-là, est-ce que toi, tu as eu la chance d'aller au Sri Lanka, de voir un peu comment ressemble ta culture finalement, et si justement tu pouvais nous expliciter ton voyage culturel. En fait, je suis retournée 3 fois au Sri Lanka. La première fois, j'avais 10 ans, donc j'étais petite. Et c'était parce que j'avais mis un peu mes parents contre le mur, en fait, je les ai obligés à m'amener au Sri Lanka. Et je pense que j'étais déjà, depuis une vision de mes parents blancs, j'étais un enfant qui était compliqué. C'est pas que j'étais un enfant qui était compliqué, j'étais un enfant qui était perdu dans son identité, dont le fait que j'étais compliqué. Et je pense que j'ai appuyé tellement sur le fait d'aller au Sri Lanka qu'à mon avis, s'il m'amenait pas, ça aurait été vraiment dramatique. Donc du coup, dans mon contexte à moi en tout cas, à mes 10 ans, ils m'ont amené une première fois au Sri Lanka. Je pense qu'à mes 10 ans, il y avait tellement d'informations que je pense que j'étais un peu comme si je voyais un film passer un peu devant mes yeux. Malgré que je pouvais parler avec certaines personnes, je pense que c'était beaucoup d'informations d'un coup, et déjà avec l'histoire que j'avais eue en amont, j'étais un petit peu dans quelque chose de contemplatif. Mais j'avais kiffé, mais j'étais vraiment dans un truc contemplatif. La deuxième fois, j'étais un peu plus vieille, j'avais 15 ans. Là, dans ce cadre-là, on était partis, j'étais encore avec mes parents, mais on était aussi avec plein d'autres personnes adoptées. Et moi, j'avais rencontré des gars, en fait, qui organisaient le voyage avec nous, mais qui étaient des gars du pays. Et en fait, moi, la nuit, je partais faire la fête avec eux. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup plus connecté avec ces personnes-là. Des fois, nos parents, ils partaient tous faire des trucs. Et puis moi, je partais un peu en scred avec les gars, tu vois, faire des trucs à droite, à gauche. Et je sais que ça c'était quand même... Moi j'avais kiffé cette fois-là, c'était vraiment bien passé, j'avais senti qu'en plus j'avais plus connecté avec l'île, j'avais plus connecté avec les gens, mais c'est vrai qu'il y avait toujours pour moi cette présence blanche qui était toujours très problématique, d'autant plus que les gens disaient des commentaires racistes en fait sur les personnes sri-lankaises, sachant que nous on est sri-lankais, donc en fait tu te retrouves avec des personnes blanches qui sont censées être des référentes parentales, qui sont en train d'insulter de façon raciste des personnes qui sont toi-même. Et donc, au niveau Enfin, c'était dur, cette partie-là, en tout cas, parce que tu te dis, mais comment ils peuvent parler de ces personnes-là de cette façon-là, parce qu'ils parlent aussi de nous, en fait, finalement. Et la troisième fois que je suis repartie, du coup, au Sri Lanka, c'était là, récemment. Je suis repartie, en fait, au mois de juin. J'ai mis 20 ans. Ouais, quand même. J'ai mis 20 ans de retourner au pays. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait besoin de mieux se connaître aussi pour pouvoir partir au pays. Je pense que j'aurais pas été aussi à l'aise dans mon voyage si j'avais pas fait tout ce travail d'identité en amont. Après, ce que j'ai déjà dit à droite à gauche, c'est que j'aurais pu ne pas attendre 20 ans. Je pense que déjà, quelques années en arrière... Chacun son chemin, en vrai. Ouais. C'est émotionnel. Ouais, mais ça dépend de toi, en fait. C'est vrai que je pense que je me trouvais des excuses. Sur les derniers temps, tu vois, là je suis pas bien au niveau financier, je sais pas quoi, machin. En vrai, j'aurais pu me démerder, mais oui, c'est une question de temps, j'étais pas prête. Et par contre, ça s'est hyper bien passé. C'est-à-dire que ça s'est encore mieux passé que ce que j'espérais. Ouais. Donc, un truc que je pense qui m'a beaucoup aidée, c'est que je suis une personne queer. Et les queers, on a des familles partout dans le monde. C'est-à-dire que tu peux très vite facilement trouver un peu partout dans le monde des personnes queer qui sont dans un certain activisme, pas forcément que dans l'activisme, mais en tout cas qui sont en relation avec ça. Et j'avais un ami aussi qui habitait là-bas pour 1 an. Donc du coup, c'était vraiment... les dieux étaient en train de me dire, vas-y. Genre, t'avais tous les signes qui étaient là. Et il y avait mon pote qui était là-bas, donc c'est vrai que lui, déjà, il m'a beaucoup aidé à rencontrer des personnes et... à pouvoir faire des contacts avec les gens. La communauté queer, elle m'a intégrée, mais comme si j'étais une personne en plus depuis la première minute, quand j'étais avec eux. Et c'est des personnes avec qui j'ai passé quasiment tout mon voyage finalement. Après, j'ai voyagé un petit peu toute seule aussi de mon côté. Mais les gens étaient hyper gentils.
ils m'ont accompagné, on a pu parler de plein de sujets, on est sortis ensemble, on a fait plein de choses. Mais les gens étaient très très bienveillants avec moi en fait. Et c'est vrai que même les personnes qui ne faisaient pas partie de mon entourage quand j'étais là-bas, tout le monde était hyper gentil avec moi. Moi, mon expérience a été que, oui, les gens m'ont quand même assez bien traité. Et une des phrases que j'ai dû le plus entendre, c'est « Non mais ici c'est chez toi, bon retour ». Ça a été la phrase que j'ai dû le plus entendre pendant mon voyage. Donc je pense que la bienveillance des gens a fait que je me suis vraiment sentie hyper à l'aise et ça allait plus loin que ce que je pouvais espérer en fait en amont, quoi. C'est hyper important en tout cas de montrer une belle image, de dire surtout que on s'est bien senti, tu vois, dans ce pays et que c'est pas du tout ce qu'on montre. C'est quelque chose que je défends du coup et je voudrais mettre un point d'honneur dessus, donc c'est hyper important. Et je pense aussi que ça t'aide dans ta quête identitaire, même si tu es assez positionné, ça c'est un sujet qu'on va parler après, et même si tu es assez positionné sur ta quête identitaire, je trouve ça super important d'aller chercher ses racines. Genre, je trouve que c'est ça qui va aussi permettre de lier différentes choses. Ou de fixer un peu plus exactement. Et de lier en fait aussi tout ce que tu ressens, c'est aussi des réponses à tes questions, tu vois. Je pense que tu en as eu aussi. C'est super important. On a compris que depuis ton enfance, pour toi c'était sûr et certain que tu étais sud-asiatique. Et tu as plus ou moins évolué dans un environnement sud-asiatique. Est-ce que aujourd'hui tu peux te positionner par rapport à ton identité ? Oui, clairement. Moi, je pense pas que quand j'étais plus jeune, ça a été peut-être plus complexe, mais maintenant, je suis très à l'aise dans mes baskets, dans mon identité ou mes identités sud-asiatiques, parce que finalement, on n'est jamais qu'une identité. Mais ce qui se passe, c'est que moi, en fait, j'ai grandi, en sortant en tout cas de ma famille, avec énormément de personnes racisées. Et souvent, ce que je dis, c'est que je suis un petit peu de toutes ces personnes-là, en fait, aussi. Et qui sont des autres communautés, qui peuvent être des communautés qui vont être principalement africaines ou sud-américaines, non blanches, indigènes, afro-latins. Il y a aussi des personnes asiatiques d'autres endroits. Et en fait, finalement, comme ces personnes sont un petit peu ma famille, j'ai appris d'eux. C'est-à-dire que comme un père ou une mère vont te transmettre et apprendre des choses, finalement, toute la partie racisée que j'avais pas eue, c'est eux en fait qui m'ont appris. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas complètement brande, dans le sens où y a plein de choses que je vais avoir appris des autres cultures en fait qui m'ont beaucoup enrichi, et grâce à ça j'ai une identité brande sud-asiatique qui est forte aujourd'hui. Mais c'est grâce à ces différentes personnes de mon entourage racisé qui m'ont fait cette transmission émotionnelle, culturelle, peu importe comment on veut l'appeler, qui font qu'elles m'ont renforcé dans ma propre identité pour qu'aujourd'hui je me sente complètement tranquille et fière de mon identité brande en fait. Ok. C'est impressionnant, du coup, en fait, c'est comme si elle t'avait appris à adopter ta culture, à en tout cas comprendre ta culture. Je veux dire, t'en as eu d'autres des moyens, mais ça a été l'un des moyens pour adopter ta culture et comprendre ta culture. Ouais. C'est ça ? Ouais. Franchement. Ok. J'essaie de comprendre les mécanismes. Tu as une forte présence dans les milieux racisés, que ça t'a beaucoup aidé sur ta quête identitaire et aussi sur tes émotions, parce que quête identitaire, émotion est intimement liée. Et je me demandais comment t'avais évolué émotionnellement. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Quel constat tu peux nous faire ? Je viens de loin quand même, parce que je pense que quand j'étais adolescente, jeune adulte, j'ai eu des bails un peu avec tout ce qui touchait au suicide. Je pense parce que je vivais en fait, comme j'expliquais, dans l'autodestruction, souvent ça flirte aussi avec le suicide. Je pense que je sais pas si j'avais vraiment envie de mourir en soi en fait, c'est que en fait j'avais tellement l'impression d'être attrapée dans cette famille, dans cette violence, dans ce racisme, que je me disais c'est la solution pour arrêter. Ouais. Je voulais pas forcément en finir avec ma vie à ce moment-là. Et je l'ai vu par la suite, puisque une fois que je suis sortie de la famille, on va dire que les questions suicidaires, elles se sont quasiment jamais reposées. Donc je pense que j'ai beaucoup évolué sur, en tout cas, le côté autodestructif. Mais bon, c'est ce que je disais avant, t'as toujours un petit démon qui reste sur l'épaule et qui peut toujours grandir à certains moments. Mais je me sens beaucoup plus stable, en tout cas pour ma part, émotionnellement, que je l'étais il y a 10 ou 15 ans en arrière, où je partais vraiment dans tous les sens.
Et je m'attaquais beaucoup moi-même aussi à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'étapes. Et je pense que j'ai réussi à en arriver là aussi émotionnellement parce que j'ai des personnes racisées qui ont été là pour m'accompagner, pour m'écouter, pour me valider et pour plein d'autres choses à côté. Mais sincèrement, oui, pour me valider et m'écouter. Et j'ai des personnes adoptées qui sont très très proches de moi, que je considère aussi comme des personnes étant de ma famille. Et ils font le relais aussi avec moi. Et comme c'est des personnes qui ont vécu des choses. Donc tu as des familles différentes et qui sont aussi intimement liées. Donc ta famille d'amis adoptés, ta famille d'amis racisés. On a aussi compris que tu étais dans l'activisme. Est-ce que tout ça est intimement lié? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je pense que en fait, c'est ce que je disais. Moi, je suis une activiste de l'antiracisme politique. Après, c'est des choses qui peuvent se chercher sur Google. Pourquoi antiraciste politique? Mais je pense que, en fait, j'étais consciente de beaucoup de choses déjà avant de partir de la France, parce que j'habite à Barcelone, en Espagne. Mais j'étais déjà consciente d'énormément de choses qui se passaient, du racisme, de beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a à peu près 10 ans en arrière, il y a tout un mouvement antiraciste, une nouvelle génération d'antiracistes qui est arrivée en fait au devant de la scène. Et ça correspondait avec beaucoup de sentiments dans lesquels je me sentais en fait. Et du coup, je suis rentrée aussi dans l'activisme à ce moment-là. C'est vrai que le racisme en Espagne, c'est un racisme qui va être différent de celui qu'on peut avoir en France, dans le sens où on est beaucoup moins de personnes racisées. Et donc du coup, des fois, je compare un peu le racisme espagnol au racisme de la France des années 80. Ceux que nos parents auraient vécu. Et je pense que ce moment-là, en fait, de voir la façon dont on traitait moi, mais pas que moi, c'est-à-dire l'ensemble des personnes racisées, m'a fait rentrer encore plus vite, finalement, dans l'activisme. Parce que je me disais, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette situation-là de non-défense et voir aussi des personnes de mon entourage, ou même des personnes qui sont pas de mon entourage, racisées, trinquer autant que ça, en fait. Et c'est pour ça que je suis rentrée, en fait, dans l'activisme. C'est pas passé tout de suite par l'adoption. J'ai touché un peu au sujet de l'adoption parce qu'en fait j'explique que l'adoption internationale c'est un système néocolonial et donc qu'il y a des relations de pouvoir entre le nord global et le sud global. Un exemple simple, il n'y a pas de personnes sri-lankaises qui viennent adopter des petits blancs en France. C'est toujours dans l'autre sens. Donc il y a tout un système en fait de relations de pouvoir en fait au milieu de tout ça. Donc en fait une partie de mon adoption ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur l'activisme, mais c'est vrai que moi j'ai été plus centrée par exemple sur les violences policières, la discrimination dans l'emploi, en tout cas beaucoup de sujets qui sont liés avec toutes les identités racisées par lesquelles on va passer. Donc je suis rentrée par l'activisme par ces différentes luttes là, et ensuite j'ai aussi fait tout le parallèle en fait avec l'adoption. Et je suis devenue aussi une militante contre l'adoption internationale. Moi, je me positionne clairement contre l'adoption internationale. Moi, je pense que c'est un système qui doit arrêter. Il faut arrêter de penser que dans le Sud, il y a des pauvres petits-enfants abandonnés, puisque, en fait, on est en train de se rendre compte que sûrement dans 80 ou 90% des cas, on vient de traite humaine. Donc, et de trafic d'enfants, et d'enfants volés, et de mères du Sud manipulées. Donc il faut qu'on arrête avec ce système. On se retrouve dans une situation où il y a 40% de plus de suicides chez les personnes adoptées que chez le reste de la population. Donc il y a un problème avec ce système-là. Et moi je suis littéralement pour l'abolition de l'adoption internationale. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des conférences, j'ai donné des ateliers, j'ai formé des gens, j'ai écrit, j'ai publié des trucs. J'ai vraiment fait énormément de choses dans mon activisme. Et là, je me suis un peu recentrée, après je fais des choses aussi à côté, mais je me suis recentrée sur une partie de l'adoption. On a monté en fait une association avec 3 autres personnes adoptées, où on est parti du constat qu'il n'y a pas d'aide émotionnelle pour les personnes adoptées sur toutes ces questions identitaires, sur les questions de racisme. Il n'y a pas de service adapté émotionnellement aux personnes adoptées. Parce que des personnes adoptées, par exemple, vont se retrouver devant un psy, et en fait, le psy va annuler leur histoire. C'est-à-dire en leur disant mais vous avez été sauvés quand même, mais c'est pas si important que ça, mais c'est peut-être pas ça que vous avez vécu. Donc en fait, une personne qui est déjà en détresse émotionnelle, elle va voir un psychologue et tu lui dis ça, tu la mets encore plus en détresse émotionnelle. Et pour avoir eu des expériences personnelles nous-mêmes, on est parti du constat qu'on avait besoin d'un endroit pour et par les adoptés. Donc on a monté une association d'aide émotionnelle aux adoptés, qui est ouvert tous les samedis de 2h à 4h. C'est une permanence téléphonique qui est anonyme. Les personnes n'ont pas besoin... En fait, elles nous disent des informations qu'elles ont envie
parce que des fois t'as pas envie qu'on te reconnaisse ou quelque chose comme ça. Et en fait, nous on fait de l'écoute active, c'est-à-dire que c'est des sessions en fait d'écoute. Nous on n'est pas là pour juger. On peut un petit peu orienter, mais on n'est pas des spécialistes de la santé mentale, on n'est pas des professionnels de la santé mentale. Donc en fait, si la personne par exemple est dans des difficultés, on peut aussi réorienter vers des psychologues qui pourront leur faire une thérapie. Parce que nous, on n'est pas un système de thérapie, on est un système d'aide ponctuelle. Ça peut être plusieurs fois, il n'y a pas de limite aux appels. Mais nous, on n'est pas des spécialistes de la santé mentale et on ne peut pas procurer une thérapie. Mais en tout cas, c'est une aide sur des moments qui peuvent être difficiles de pouvoir parler à une personne qui est paire, c'est-à-dire une personne qui te ressemble. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de pouvoir te confier avec une personne qui t'écoute et qui comprend en fait de quoi tu es en train de parler. C'est sûr. Et on milite beaucoup sur des questions de santé mentale pour les personnes racisées et adoptées. Parce que on est les grands oubliés de la santé mentale. Les personnes racisées, comme beaucoup de personnes adoptées sont des personnes racisées, on rentre en fait dans le fait que tout le monde s'en fout en fait de notre santé mentale, les personnes racisées, et nous on a le bagage de l'adoption qui vient au-dessus en fait. Donc nous en fait on visibilise en fait tout ce qui se passe au niveau de la santé mentale des adoptés, l'accès à la santé mentale, les problématiques qu'il y a derrière tout ça. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit un peu plus tôt. Alors, tu souhaites l'abolition de l'adoption internationale, mais est-ce que tu penses que l'adoption est possible et peut être saine? C'est quelque chose qui... Par exemple, moi, ok, je suis racisée, etc. Mais je veux adopter un enfant. Est-ce que tu serais pour ou contre ce que je vais faire? Internationalement Oui, internationalement. Oui, je suis contre aussi. Ah oui? Ouais, Pourquoi? Mais parce que les enfants ont été volés. Mais tu penses... Mais ça, c'est sûr que les enfants ont été volés? Tous ont été volés? Non, mais en fait, on part d'un système. On ne peut pas partir sur des exceptions. Parce qu'on va toujours trouver des exceptions. Ok. On va toujours trouver une personne dans les 2000 qui, lui, n'aura pas été dans ce cas-là, mais les 2000, on aurait été affecté par cette chose-là. Il y a quelque chose de très important. L'adoption, tu payes un enfant. Hein. C'est pas le truc de bonne volonté, machin et tout. Tu payes un enfant. Les prix de l'adoption, c'est 40 000 € de payer un enfant. Je peux t'assurer que des mères célibataires pauvres, tu leur donnes 40 000 €, elles abandonnent pas leur enfant aussi. Hein. Si on veut partir de la base, si les gens sont vraiment dans une démarche d'aide, donne l'argent à la famille. T'inquiète que si tu donnes l'argent à la famille, 40 000 € au Sri Lanka, il n'y aura plus d'enfants abandonnés. Hein. Et même dans les autres pays du Sud. Là, je parle de mon pays concrètement. Mais en fait, si les gens sont vraiment dans une idée d'aider, pourquoi vous ramenez les enfants en Europe en fait? Okay. Donnez votre argent, aidez-les, et puis ils feront grandir leurs enfants en fait. Il n'y a pas besoin en fait de déplacer un enfant à l'autre bout de la planète. Okay. Donc, Et du coup, on a la dimension adoption internationale, mais on a une autre dimension qui serait du coup nationale, c'est ça? Ouais, l'adoption nationale. Et qu'est-ce que tu penses de cette dimension-là? Il y a beaucoup de problématiques aussi dans l'adoption nationale. Il y a beaucoup aussi de personnes racisées qui sont dans l'adoption nationale parce que les systèmes de protection de l'enfance, ils sont beaucoup liés à des systèmes racistes. Okay. Donc des fois, on va être plus présent dans les systèmes de protection de l'enfance. Je pense que une adoption totale, comme nous on a vécu, où on va nous annuler notre identité première, hors de question. Parce qu'en fait, personne n'est une page blanche. On commence tous avec une histoire. Et un enfant qui va être passé par l'ASE, la protection de l'enfance, qui va se retrouver en adoption pour X raisons, moi je pense qu'il ne faut pas complètement les déconnecter. À part cas très urgents, il ne faut pas complètement les déconnecter de leur famille en fait. Il n'y a pas d'opposition en fait. Donc le système famille d'accueil est le plus intéressant? Oui, entre guillemets. Mais ça dépend de quelle famille d'accueil. Oui, et puis aussi le système de famille d'accueil, il faut savoir comment ont été enlevés les enfants, parce qu'il y a beaucoup de kits d'enfants, parce que par exemple, tu vas avoir une femme célibataire qui va pas avoir de problème économique, mais elle aura pas ses papiers en règle, donc on va lui enlever son enfant. Mais il n'y a pas de violence en fait. Ouais. Donc du coup, là, ça va être juste parce que son statut de migrant va jouer contre elle, et donc du coup, on va lui enlever son enfant, alors qu'il n'y a pas de production de la violence sur l'enfant. Ouais. Donc du coup, pourquoi pas lui régulariser ses papiers en fait? Ce serait beaucoup plus simple qu'en fait d'enlever l'enfant, créer un trauma familial et de foutre l'enfant, je sais pas, ou enfin tu vois, c'est... Ouais, ce que je veux dire. C'est qu'en fait, à la base, il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait régler à la base, mais en fait, c'est pas fait à la base. Donc moi, les systèmes de protection de l'enfant, je suis très critique par rapport aussi au système de protection de l'enfance, quoi. Ouais. Ok. En vrai, c'est super intéressant parce que du coup, tu m'as un peu éduquée sur ce sujet-là parce que franchement,
je m'y connais pas du tout. Et un peu ce côté salvateur que t'as, tu vois. Où genre, tu sais, j'ai aussi pensé dans ma vie à peut-être adopter un jour. Parce que au fond de nous, chacun a ce côté salvateur, tu vois. C'est ça, il peut être genre néfaste comme pas néfaste, mais j'ai jamais pensé que, en ayant même l'idée d'adopter un gosse, que je peut-être prendrais un gosse à quelqu'un. Ou un gosse issu de la traite humaine. Donc là, tu vois, ça va me donner des clés pour un peu plus aussi m'informer, etc. Et ouais, il faudrait inviter vraiment tout le monde, en fait, à connaître les sources de l'adoption. C'est ça le plus gros à faire, non? Connaître les sources de l'adoption avant d'adopter, si on est dans le cas d'adopter. En fait. Comprendre d'où vient l'adoption, puisqu'en fait, l'adoption internationale, elle est héritière de systèmes coloniaux de déplacement d'enfants, en fait, ou de blanchiment d'enfants. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, des indigènes en Amérique, aux États-Unis, ils prenaient les enfants indigènes, ils les mettaient dans des familles blanches pour blanchir les indigènes et que les indigènes ne continuent pas avec leur lutte historique, en fait. Donc ça a toujours existé, les déplacements d'enfants, de prendre des enfants. En Argentine, quand il y a eu les problèmes en Argentine, ils prenaient des familles, ils prenaient des enfants dans les familles révolutionnaires, ils les mettaient dans les familles fascistes. Parce que comme ça, en fait, tu casses la révolution dans l'œuf. En fait, quand il n'y a plus de transmission de la lutte et que tu blanchis un enfant, il va plus continuer à aller contre l'oppresseur. Donc en fait, il y a des systèmes de violence coloniaux qui ont été montés sur les déplacements d'enfants un peu partout dans le monde, et l'adoption internationale, elle s'est inspirée de ça, en fait. Merci Anne-Cat pour cet entretien hyper enrichissant et aussi pédagogique, puisque tu m'as beaucoup appris sur le sujet de l'adoption, moi qui m'y connais pas trop. Et en tout cas, ça va me permettre, moi, de comprendre les choses différemment sur ce sujet-là, d'où le fait que je voulais aborder ce sujet. Et je pense aussi que ça va aider nos téléspectateurs à comprendre le sujet de l'adoption et aussi à faire attention à cette communauté-là, parce que c'est une communauté aussi à part entière. Et je vous remercie aussi, vous, d'avoir visionné cet épisode sur l'adoption. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Salut!